d'accord, de l'Afrique. Nous aurons à nous entretenir cet après-midi sur la gouvernance de l'Afrique numérique ou digitale, d'accord. Euh, Avant de continuer, je suis Lucien Adégué, je suis béninois, je suis le coordinateur du programme mentorat, programme de mentorat africain Rebirth, chapitre francophone. Et le thème qui nous permettra d'aborder ces différents aspects de l'Afrique est comment et que doit faire l'Afrique pour favoriser la transformation numérique. Comment et que doit faire l'Afrique pour favoriser la transformation numérique. C'est autour de ce thème que nous allons échanger cet après-midi. Et pour mieux euh, parler de ce thème, nous avons reçu pour vous deux éminents panélistes et qui s'y connaissent bien et qui connaissent bien ce thème et les concepts du numérique et du digital. D'accord. Donc, avant de continuer, je voudrais, chers participants, chers amis, vous inviter à, lorsque vous ne parlez pas, s'il vous plaît, mettez ou désactivez vos micros pour laisser les panélistes être à l'aise pour mieux parler et aussi nous permettre de les suivre. Donc, je vais aussi inviter tous les participants, comme vous le savez, à écrire vos noms, vos prénoms et le pays d'où vous venez. Ça nous permet d'avoir une idée sur vous. Au niveau de votre profil, tel que je l'ai fait et d'autres en ont fait déjà. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Et sans plus tarder, permettez-moi, mesdames et messieurs, les participants, d'accueillir Madame Dative Ouimana. Elle est la directrice du chapitre francophone à African Rebirth. C'est avec elle que nous allons accueillir nos différents panélistes de cet après-midi. Madame Dative Ouimana, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup, Lucien. Est-ce que vous me recevez? Vous recevez très bien. Oui, Parfait. on vous reçoit. Parfait, merci beaucoup. Ben voilà, comme Monsieur Lucien vient de le dire, je réponds au nom de Dative Ouimana et je suis la directrice du chapitre francophone. Je suis aussi burundaise. D'abord, je vais un peu m'excuser. On avait demandé aux gens qui ne seront pas en train de parler de muter, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. Voilà, alors je disais que je suis burundaise et que c'est un honneur à des invités spéciaux et un thème spécial comme notre modérateur vient de le dire. Et permettez-moi, s'il vous plaît, avant de commencer ou avant de les accueillir, de lire un petit résumé de leur bio. Alors, notre premier panéliste, il s'agit d'une dame exceptionnelle. Elle est écrivaine, consultante en transformation digitale et nouvelles technologies. Elle est aussi titulaire d'un master de l'Université des sciences et des technologies de Tianjin, en Chine. Elle a travaillé en tant que coordinatrice des médias dans la campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique. Et aussi la plateforme Maghreb Voices, elle a nommé personnalité de l'année 2018 pour son rôle majeur en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux. On a aussi un autre monsieur exceptionnel aussi, entrepreneur comorien, CEO ou Chief Executive Officer de l'agence digitale. Il est aussi enseignant, invité ou vacataire à l'IUT de l'Université des Comores. Voilà, mesdames et messieurs,
le résumé, un peu de résumé par rapport au bio de nos panélistes. Et je vois qu'ils sont déjà là. On va les accueillir. J'ai un peu parlé d'eux, mais quand même, je n'ai pas bien dit. Je vais leur donner le temps pour nous parler mieux d'eux-mêmes. Et on va commencer par Madame Mahajvini. Bienvenue. Merci. Salam alaikum. Je suis très contente d'être là. Donc, je suis très ravie d'être parmi vous à ce panel discussion sur la transformation digitale. Allô? Allô? Oui. Sinon, je peux... Bonsoir, madame. Si vous n'êtes... Ça va comme ça, c'est bon. Oui, ça va. On peut vous entendre. Donc, je suis ravie et honorée de partager mes idées sur la transformation digitale en Afrique. Pour commencer, comme vous avez mentionné, j'ai étudié la technologie spécialement l'intelligence artificielle dans l'échange des technologies et depuis la transformation digitale en Afrique à travers les partenaires chinois. Cependant, j'ai quitté la Chine en janvier 2020, c'est que avant que la crise Covid commence. Donc, je suis rentrée en vacances et voilà, Dieu m'avait sauvée de la crise. Mais malgré ça, la crise Covid-19 avait accéléré la transformation digitale. Parce que là, on a commencé à faire les webinaires, on a commencé à bosser et à atteindre des réunions avec le bureau de l'envoyé spécial de l'Agence de l'Union africaine. Et on a montré la compétence des Africains et de la jeunesse africaine dans le domaine de technologie, le coding, les algorithmes, l'infographie, les applications et tout, parce que tout le monde était vraiment volontaire. On lutte contre comment ça s'appelle? COVID-19. Et on a vraiment bien utilisé l'appui et les outils numériques pour avertir notre communauté des risques de COVID qui a accéléré au temps de COVID, a beaucoup accéléré l'esprit panafricain en Afrique. Ce que vraiment, c'était pour la première fois que je fais des mentorships à des jeunes de hackathon, bien que j'ai fait l'Union africaine en 2014, mais ma présence avec le reste du continent n'était pas assez vraiment claire, comme c'est passé après le Covid. Donc, pour que je revienne à la thématique majeure. Bien que personnellement, je vois que la transformation digitale, ce n'est pas un sujet que je dois le traiter à part l'actualité qu'on a en Afrique. Parce que, à mon avis, et à partir de mon expérience, dans ma présentation aujourd'hui, je vais parler de la transformation digitale en Tunisie. Parce que mon pays était considéré parmi les premiers pays en Afrique qui a fait des pas dans l'implémentation de l'Internet et des atouts technologiques. Donc, le premier email qui a été envoyé en Tunisie, c'était dans les années 90 avec le régime de Ben Ali. Mais l'implémentation de la transformation digitale en Tunisie n'était pas assez accélérée, saturée. Parce qu'à ce moment-là, nous avons ce qu'on appelle Ammar 404. Pardon, madame.
Donc, je crois que donc, je vais un peu revenir vers vous lorsqu'on va parler un peu en profondeur. Mais pour maintenant, c'était juste la Non, je présentation et suis merci désolée. beaucoup. Je suis désolée. Non, 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 c'est bon, hein. Ça montre qu'on a la belle qualité ou une bonne qualité de panéliste. Merci beaucoup, Madama de Tunisie. J'espère que vous avez bien compris ce qu'elle fait et qui elle est. Voilà, maintenant, on va accueillir notre autre panéliste comorien, Monsieur Ibrahim. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis très bien là. Parfait, bienvenue et vous pouvez aussi vous présenter. D'accord. Bah, je pense que vous m'avez déjà très bien présenté. Bon, pour que la... Donc, comme vous l'avez dit, je suis entrepreneur dans le numérique. Je gère une agence digitale qui s'appelle Kino Inc., basée ici aux Comores. J'ai été l'expert en chef sur la stratégie de transformation digitale des Comores, qui est du gouvernement comorien. Et à part cela, j'interviens aussi à l'Université des Comores dans le département de génie informatique où je suis enseignant. Donc, de manière très courte, c'est un peu ma bio. Si on doit en dire plus, ce sera peut-être à travers les questions pendant le panel. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ibrahim, pour votre présentation. Ben voilà, alors, chers participants, j'espère que vous avez bien entendu les personnes qui sont avec nous, nos chers panélistes. Alors, je crois qu'on va directement y aller avec la première question parce qu'on n'aura pas trop de temps. Et la première question est la suivante. On est là pour parler de la transformation digitale ou numérique, mais je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore c'est quoi la transformation digitale. Donc, j'aimerais demander à nos panélistes de nous expliquer un peu de mots, c'est quoi la transformation digitale ou numérique, ou c'est quoi le numérique en fait, ou le digital. Mais avec la même question, vous allez nous parler beaucoup cette transformation dans notre siècle, dans le 21e siècle. Voilà, et vous allez nous parler aussi un peu de votre expérience dans votre pays. Madame Ma, vous êtes de la Tunisie, Monsieur Ibrahim, vous êtes du Comore. Donc, parlez-nous un peu d'expérience dans votre pays, dans le digital. Donc, c'était trois questions que j'ai posées en même temps. J'espère que c'était très clair. Merci. On va commencer par Monsieur Ibrahim. Numérique, lorsqu'on parle à l'échelle d'un État ou d'une entreprise, il s'agit d'une relation du numérique. Supposons que je suis en train de parler à l'échelle d'un État, c'est l'intégration du numérique dans tout ce que fait l'État. Supposons, par exemple, quand il s'agit de l'économie, c'est d'intégrer le numérique dans l'économie d'un pays, ou quand on parle, par exemple, du gouvernement, d'intégrer le numérique dans ce que fait le gouvernement. Un gouvernement, par exemple, qui intervient aujourd'hui auprès de ses citoyens, donc c'est faire l'intégration du numérique sur les interactions qui ont lieu entre le gouvernement et ses citoyens. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui des programmes de e-gouvernement. Le gouvernement gère l'économie autour des entreprises et des institutions qui travaillent autour. Donc, ça a intégré aussi le numérique à tous les niveaux de l'économie du pays. Et si, par exemple, supposons on est en train, pour être terre à terre, de parler intégration ou transformation numérique dans une entreprise, c'est un processus d'intégration des technologies, des outils du numérique dans les processus à l'intérieur d'une entreprise. Ça peut être la communication, ça peut être des processus métiers qui entretient l'entreprise avec ses clients. Donc, à tous les échelons des activités d'une entreprise, on va injecter les technologies et les outils du numérique comme facteur d'accélération et comme facteur aussi, ça permet de faire une accélération, ça permet aussi de gagner en temps, ça permet d'inclure
beaucoup plus de gens. Aujourd'hui, augmenter la portée de l'entreprise auprès de sa clientèle avec du e-commerce ou autre. Donc, c'est, par définition, c'est intégrer le numérique à tous les échelons de l'activité d'une entreprise ou d'un gouvernement, d'un pays, d'un continent pour gagner un produit. Alors, l'expérience des Comores, c'est un peu l'expérience de pas mal de pays en secteur du numérique. Donc, on était en train de parler principalement du secteur des télécommunications. Et du coup, tous les efforts, les stratégies et autres qui ont été effectués jusqu'en 2018 consistaient à faire éclore, à développer le secteur du numérique. Donc, c'est à partir de 2018 que le gouvernement a pris l'initiative de parler réellement de transformation numérique, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut intégrer le numérique dans tout ce qu'elle en fait, enfin, dans l'économie du pays de manière générale. Et cela a commencé par l'élaboration d'une stratégie. Et je pense que c'est la première étape que doit suivre toute entité qui a besoin de faire de la transformation digitale. Afin d'avoir une vision déjà, de poser des objectifs, de se faire le budget que ça demande, les partenaires qu'il faut impliquer et surtout les prérequis parce que on n'est pas forcément, on n'a pas forcément les prérequis pour y arriver. Donc, c'est par exemple définir des prérequis au niveau des ressources humaines parce que faire une transformation numérique exige aussi d'avoir les ressources humaines qui sont en mesure de, d'atteindre ces objectifs-là. Donc, du coup, dans le processus des Comores, nous, ce qu'on a eu à faire pour eux, c'est arriver à établir cette vision-là, déterminer des axes cruciaux sur lesquels travailler, des prérequis sur lesquels travailler et un plan d'action, d'activité qui tournait autour, comme je l'ai dit, des ressources humaines, l'environnement juridique, quelles sont les lois qui manquaient. Par exemple, il manquait les lois sur les transactions financières digitales, il manquait des lois sur la lutte contre la cybercriminalité, il manquait des lois sur la protection des données personnelles. Donc, c'est l'environnement des affaires lui-même aussi, comment est-ce qu'on améliore l'environnement des affaires pour pouvoir impulser la transformation numérique et aussi mettre en place des organes qui vont le gouvernement à mettre en place une agence nationale de développement du numérique qui chapeaute aujourd'hui des programmes dans la transformation numérique, notamment au niveau de l'e-gouvernement. Donc, il y a tout un tas de lois qui ont été mises en place. Il y a des plateformes de numérisation des processus gouvernementaux qui sont en train d'être mises en place. Donc, c'est un peu là où on est les Comores. Mais ça fait une petite expérience parce qu'on est en train de parler de temps maintenant. Ça fait 3 ans. Donc, je pense qu'on aura des retours très enrichissants avec la Tunisie, qui a quand même une longueur d'avance dans la transformation numérique par rapport au Comores. Voilà un peu la définition et l'expérience par rapport Merci beaucoup, M. Ibrahim. Donc, j'espère que ceux qui sont dans le digital, vous êtes en train d'être inspirés pour que vous aussi vous puissiez voilà, utiliser les stratégies dans vos pays. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci infiniment à ce que M. Ibrahim venait de dire. En fait, en Tunisie, le nombre des utilisateurs d'Internet dépasse le 6 millions d'un utilisateur d'Internet pour une population de 11 millions d'habitants. Donc,
ce qui est vraiment un bon nombre et ça montre que nous avons un bon système de télécommunication. Cependant, il y a un problème qui représente comme un entrave réel pour le passage d'un modèle économique traditionnel vers un modèle économique digital et moderne. Parce que quand on parle de la transformation digitale, ce n'est pas un truc que, OK, je vais arrêter d'écrire dans un notebook et je vais passer à écrire sur Google Drive ou bien comme ça. Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas le fait d'arrêter d'utiliser c'est un passage d'un modèle économique ancien vers un nouveau modèle économique qui est l'actualité, qui est le 21e siècle. C'est l'ère de l'intelligence artificielle et c'est l'ère de l'économie digitale. Donc, on parle d'un nouvel système économique que tout le monde sur la voie de le joindre et de le travailler avec. Donc, notre continent a besoin d'être à l'heure et d'être up-to-date sur this. Je pense que vous me comprenez bien. Donc, le problème en Tunisie, c'est quoi? Et c'est le même problème qu'en plusieurs pays en Afrique. C'est qu'on est en train de passer vers l'ère digitale avec des lois et des législations traditionnelles. Donc maintenant, on parle de Internet governance, on parle de ces nouveaux techniques, et notre système est encore ancien. Donc, ce qui se passe, ce qui a obligé, par exemple, le Parlement tunisien en 2018 de lancer une nouvelle loi concerne les startups. Donc, les startups, ce sont de nouvelles sociétés qui se sont lancées avec l'ère digitale, ainsi que les médias numériques et tout ce changement-là. Par contre, ce qui se passe dans mon pays, que la Tunisie a vraiment une faiblesse au niveau de la législation, ainsi que la crise politique que le pays est en train de passer parce qu'on n'est pas vraiment stable, encore le manque de ressources. Par exemple, bon, ça c'est le manque de ressources ça, c'est le problème de tout le continent parce qu'on parle d'un appui digital, de ne pas avoir d'électricité, qu'on n'a pas de bonne connexion à Internet, que vraiment l'ambiance générale et le taux de pauvreté n'encouragent pas, ainsi que le high quality, comment dirais-je ça en français? C'est que le coût pour étudier les nouvelles technologies est trop cher. Je pense que vous me comprenez parce que, par exemple, pour étudier langue Java, langue Python, il faut des milliers de dinars, ce qui vraiment bloque. Encore un autre problème chinois. En Chine, il y avait un principe comme disent les Chinois, la technologie pour tous. C'est-à-dire, n'importe quel fonctionnaire, n'importe quelle personne peut avoir aux nouvelles technologies et peut apprendre à coder. Pour cela, les universités ont pu vraiment compétir. Ils ont pu faire la compétition avec des universités américaines, canadiennes. Ils ont gagné beaucoup de prix. Et il y a un investissement en ça. Donc, le problème en Afrique, ce que je vois, c'est en mon pays surtout, en particulier, c'est le système législatif, le mot que
que encore que le gouvernement n'intègre pas les acteurs de la société civile et les experts dans les projets de numérisation du pays. À titre d'exemple, bien clair, nous, par exemple, dans la société civile, on a tendance de parler des applications intelligentes. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué chez tous les experts africains. Alors, le gouvernement et le système éducatif, l'algèbre et l'algorithme classique, ils parlent de langue, c'est plus Java, alors que le monde a dépassé ça. C'est le moment de Python, de AI. Donc, vous comprenez qu'il y a un décalage entre nous et le gouvernement. Et tant que nos gouvernements tunisiens, bien civils, aussi que il faut que la jeunesse africaine, they take the lead. À vous, Africains, d'apprendre tout seul à travers l'Internet, à travers les cours gratuits, à travers entre communautés. Parce que parfois, moi, pardonnez-moi, je vais juste ajouter un seul truc. On a assisté à un événement qui s'appelle Oui Internet. C'était lancé par Jaizet Tunisie. Alors, il y avait avec mon prof université, franchement. Et puis, moi, j'étais en train de parler de l'art et l'intelligence artificielle et comment les robots commencent à faire de l'art, écrire de la poésie. Qui faisait ses études à Tokyo. Et nous, on est en train de parler d'un sujet différent. Et les autres sont en train de parler des choses trop basiques. Et ça se passe partout en Afrique. Donc, on a un seul choix. Soit on les rapproche et on essaye de les faire pousser avec nous vers une transformation digitale réelle, ou bien on continue à faire notre travail et on avance pour créer l'Afrique qu'on souhaite et qu'on veut vraiment avoir. Et merci. Merci beaucoup, madame. Oh mon Dieu, c'est vraiment très riche. On est en train d'apprendre beaucoup et j'espère que je ne suis pas la seule. Et vous avez un peu parlé du rôle du pays. Il y a la loi qui parle que maintenant, là, on parle un peu du rôle de la jeunesse, des responsabilités de la jeunesse. Alors, selon vous, quel doit être le rôle de la jeunesse africaine dans la favorisation de la transformation digitale? Alors, que doit faire la jeunesse? C'est vrai que vous êtes adulte plus que nous, mais quand même, vous êtes encore jeune. Si vous avez pu le faire, si vous avez une telle expérience là où vous êtes, donc parlez-nous un peu de comment vous l'avez fait. Comment est-ce que vous l'avez fait pour arriver à là où vous êtes maintenant? Donc, quel doit être le rôle en fait, de la jeunesse africaine dans la favorisation de cette transformation digitale dont on est en train de parler? On va commencer avec Monsieur Ibrahim. Bienvenue. Merci. Je pense que le rôle de cette jeunesse africaine, elle dépend d'où cette jeunesse se place. Nous avons aujourd'hui une jeunesse très, très entrepreneuriale, donc des jeunes entrepreneurs africains qui sont dans le numérique ou qui sont dans d'autres domaines d'activité économique. Et Madame a parlé du gap qu'il y a, du gap générationnel qu'il y a, parce que quand on regarde très souvent ceux qui gouvernent nos pays, ceux qui gouvernent les continents, c'est vrai que c'est pas la plupart du temps des gens de notre génération et c'est des gens qui parfois n'intègrent pas bien ces concepts de digital, de transformation digitale et parfois il faut aller les voir
être force de proposition pour faire bouger les choses. Moi, je vous dis par exemple, pour la stratégie de transformation numérique des Comores, il a fallu qu'on aille ramener la proposition aux autorités. Il a fallu même, parce que c'est parfois des processus qui demandent beaucoup de financement, aider à la mobilisation de ressources pour qu'on puisse financer une activité comme ça. Donc, c'est qu'on puisse être force de proposition et qu'on puisse pousser. Pousser, par exemple, pour que les États engagent des initiatives dans ce sens. Vous avez parlé tout à l'heure du manque de lois qui encadrent la transformation numérique. Je pense que quand on est, même dans la société civile, on est en mesure de faire des propositions de loi, aller faire du lobbying auprès de ces autorités-là pour qu'on tienne en compte et qu'on aille de l'avant. Nous, chez nous, par exemple, aux Comores, on a quand même certaines lois qui viennent de ce que l'on appelle ici l'Association comorienne des TIC. C'est une association composée majoritairement des professionnels du numérique et en grande partie, c'est des jeunes. Donc, nous regardons ce qui manque parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, même si on a toute la volonté, même si on a tout le talent qu'il faut pour faire la transformation digitale de nos pays, quand l'environnement ne se conforme pas, on ne pourra jamais avancer. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des systèmes éducatifs qui doivent être en phase avec ces ambitions-là. Ce sont nos États qui gèrent ces systèmes éducatifs. On a l'environnement juridique qui doit y aller avec. C'est nos États qui gèrent cela. Environnement des affaires lui-même, le bon environnement pour que cette transformation se fasse, que ramener l'inventivité qu'on peut avoir au niveau de nos startups. Donc, s'il n'y a pas le bon environnement, bah, ça n'y arrivera pas. Donc, je pense qu'en tant que jeune, il faut qu'on arrive à être force de proposition, qu'on fasse le lobbying qu'il faut, qu'on aille voir ces gens-là et qu'on les accompagne parce que parfois, ils n'intègrent pas peut-être ces concepts, cette manière de faire. Et quand on arrive à les ramener, ils ont tout intérêt à le faire. Et ça ne fait que du bien dans leur bilan en tant que gouvernant. Donc, c'est être fort jeune entrepreneur, qu'on soit des jeunes de la société civile, qu'on soit des jeunes étudiants, c'est ramener cette forte proposition et pousser le gouvernement à mettre en place les conditions qu'il faut. Sinon, toutes les initiatives qu'on va mener peuvent partir à perte. Je prends l'exemple. Je suis jeune, j'arrive à mobiliser de l'argent pour lancer une start-up dans la fintech, d'accord? Les transactions électroniques qui régissent la protection des données personnelles, qui régissent la signature électronique. Là, ma start-up ne peut pas fonctionner dans mon pays, par exemple. Donc, pour pousser le gouvernement à mettre en place les environnements qu'il faut, je pense que la jeunesse a un grand rôle à jouer de lobbying, de force de proposition, et pourquoi pas à s'engager politiquement pour aller prendre ces responsabilités-là et aider nos pays à avancer. Voilà. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est à nous de faire un pas et d'aller rejoindre nos dirigeants. Adama, bienvenue aussi pour répondre à cette question. En fait, ce qui est bien dans les nouvelles technologies, que les technologies peuvent ramener des solutions. Donc, le modèle économique ancien ne le peut pas. Par exemple, je parle de mon pays encore. Si on revient à l'Institut national de statistique de la Tunisie, en revenant à une des études récentes, montre que le secteur technologique des startups emploie plus de 90 000 Tunisiens dans 1800 institutions dont opère le secteur. Donc, et encore, pendant la crise Covid, la majorité des comparons aux sociétés traditionnelles. Donc,
à partir de l'expérience Covid, on a montré et c'est avéré que le modèle économique jeune numérique a pu surmonter la crise de l'unemployment en Tunisie, ainsi que a pu surmonter la crise de Covid-19. Donc ça, c'est la solution. Et c'était une solution bien pratique et claire. Autre chose, dans la transformation digitale et l'outil de digital. Si on parle de panafricanisme, on a toujours dit, le gouvernement et les Tunisiens et même nos chers Africains disent que les Tunisiens, ce sont des Arabes, ce ne sont pas des Africains. Par contre, avec ma génération, avec notre appui à la technologie, on a intégré la Tunisie, le Maghreb, l'Afrique du Nord dans le mouvement panafricain, que le modèle politique ancien n'a pas pu le faire. Je suis présente partout, dans les réunions panafricaines. On a l'ancienne envoyée spéciale de la jeunesse, Aya Chebbi, c'est une Tunisienne. On a intégré les Tunisiens. Tu m'as compris? Donc, fait preuve que la transformation... Bon, je suis désolée à chaque fois que je parle de ça. Je suis désolée, j'ai des larmes parce que je me rappelle dans des réunions avec le bureau des jeunes, ils me disent tu viens pas de l'Afrique. Et ça, je leur ai dit non, je suis africaine comme vous. Et puis, ce que je dois vraiment pourquoi je suis très accro à la technologie, que j'ai pu changer l'image de mon pied sur Internet. Franchement, parce que ça nous a fait mal au corps. À chaque fois, on nous dit les Arabes, les Tunisiens, vous êtes des racistes, vous n'êtes pas bien, vous ne faites rien pour l'Afrique. Alors que non, c'est avec la transformation digitale qu'on a pu changer l'idée, qu'on a vraiment pu changer d'idée. On a fait des campagnes contre la négrophobie. On a gagné des lois, on a implémenté des lois contre le racisme en Afrique du Nord. C'est l'ère de la transformation digitale qui nous a fait ça. Donc, je suis désolée parce que la transformation digitale, ce n'est pas un passage simple. C'est l'implémentation d'une vraie démocratie, d'une vraie culture démocratique dans le pays. C'est la lutte contre le racisme, c'est l'échange des idées, se dire ce qu'on veut dire. Parce qu'avant, on ne peut pas les dire dans les médias traditionnels, on l'a dit dans les médias numériques. Pour cela, on dit que c'est une lutte contre le système traditionnel. Donc, voilà, on a fait preuve. On a trouvé des solutions. On a aidé notre pays à s'intégrer dans le continent. On a trouvé des emplois, on a créé des emplois. Et c'est ce que ma génération avait fait. Donc, ce que je veux dire aux jeunesses, revenons à la transformation digitale, c'est la transformation des valeurs. C'est comment tu changes ta vision envers le monde. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de networking avec des esprits narrows, avec des gens qui ne sont pas aussi ouverts, avec des gens qui ne pensent pas d'une manière universelle. Donc, voilà, et merci. Merci. Oh mon Dieu. Donc, ça montre vraiment votre passion. Votre passion, votre amour pour le digital, tout ce que vous avez déjà fait dans le digital dans votre pays. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Hein. Mais voilà, alors aujourd'hui, parce que la fois passée, on a fait c'est un programme, vous savez, qui va prendre 6 semaines, là où on a différents sujets, pour qu'on puisse entrer en profondeur. C'est un peu comme, c'était pas comme la fois passée,
Mais là, on va déjà commencer à accueillir. On veut aussi nos participants, ce qu'ils en pensent, mais vous savez comment on le fait. Ceux qui ont des questions, vous allez lever vos mains pour voilà, qu'on vous donne la parole. Et puis, nos panélistes sont là pour répondre. Là, déjà, pour commencer, une question qui s'est posée dans le chat. Permettez-moi de le dire. Et la question, il demandait, pour le cas de notre pays, moins de 20% de la population malgache n'ont pas accès à Internet. Comment peut-on faire alors pour éparpiller l'accès à l'Internet avant de faire la transition numérique ou l'inverse? Monsieur Njato, si vous êtes là, vous pouvez aussi poser mieux votre question. Prêt? Ok, bonsoir tout le monde. En fait, ma question, c'est comme Dativa a dit tout à l'heure, moins de 20% moins de 20% de Malgaches n'ont pas accès à Internet actuellement. Et en fait, j'ai une question. Est-ce que c'est vraiment une urgence, selon vous, de faire la transition numérique ou il faut d'abord éparpiller l'Internet, donc le maximum de sensibilisation, de commencer à l'électricité aussi, et tout ça, en fait. Donc, selon vous, est-ce que c'est vraiment urgent, la transition numérique? Est-ce que c'est complémentaire avec les transitions énergétiques aussi et la mise en place d'Internet au- au- dans les villages ou éloignés, quoi? D'accord, bah, merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question de mon voisin malgache, enfin, les Comores et Madagascar sont des deux pays voisins. Je pense que pour qu'il y ait une vraie transformation numérique, il y a des prérequis. Et parmi ces prérequis, il y a des prérequis au niveau des infrastructures et des services, donc notamment de l'accès à Internet et l'accès aux services de télécommunication. Et je pense qu'une transformation numérique ne peut pas, dans un pays, à l'échelle d'un pays, ne peut pas être réussie si elle est limitée aux zones urbaines. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, parce que la majorité de la population vit la plupart du temps dans dans les zones rurales. Donc, c'est très important que nos pays arrivent à étendre la couverture des services numériques dans tout le territoire. Moi, quand je vois par exemple, après les Comores, c'est pas la taille de Madagascar, c'est un tout petit pays, mais les opérateurs qu'on a, on est par exemple à peu près 80% du territoire qui est couvert avec un réseau 4G. Donc, c'est ce qui peut permettre aujourd'hui d'avoir des initiatives inclusives de transformation digitale dans le pays. Donc, quand on n'a que 20% de la population qui est couverte, est-ce que ça vaut la peine de mener des initiatives de transformation? Je dirais, ça vaut toujours la peine de faire quelque chose, mais ce ne sera pas une réussite parce qu'on va exclure une très grande partie de la population à ces avancées-là. Donc, ces prérequis, c'est cela, hein, c'est la couverture en réseau télécom, en connexion Internet, c'est aussi la disponibilité de l'énergie. Donc, quand on n'a pas cela, on va avoir des initiatives qui vont donner des résultats partiels. Donc, je ne dirais pas que ça ne vaut pas la peine d'avoir des initiatives dans des pays où on a des conditions comme ça. Ça vaut toujours la peine, mais les résultats ne vont pas être satisfaisants. Et la bonne transformation, c'est quand elle est inclusive, c'est quand elle inclut tout le monde. Et c'est des prérequis. Donc, quand on n'a pas cela, on ne va pas avoir un succès dans les initiatives qu'on va entreprendre. Donc, pour des pays comme Madagascar et nos autres pays africains, je pense qu'il faut qu'on ait la disponibilité de ces infrastructures et des services dans tout le territoire, qu'on ait la disponibilité de l'énergie, qu'on ait aussi les compétences auprès de la population de pouvoir s'en servir. Et c'est une question aussi très importante de pouvoir les startups
qui sont dans le cœur de métier du numérique. C'est aussi pour l'agriculteur, c'est aussi pour le pêcheur, c'est aussi pour tout le monde dans l'équipe. Là, c'est des prérequis qui permettent à des pays de réussir leur transformation numérique. Donc, sinon, on va avoir des résultats partiels. Je prends l'exemple, hein. Madagascar a mis en place un système qui permet de demander ces documents de l'état civil via Internet. S'il n'y a que 20% qui ont accès à Internet, il n'y a que 20% qui vont en profiter. Si, par exemple, l'État attendait par là à sécuriser ses rentrées d'argent en les faisant payer par Internet, par exemple, que les gens ne vont pas pouvoir le faire, ou en les faisant payer par le mobile et que plus de 50% de la population ne va pas pouvoir le faire, les résultats ne seront que partiels. Donc, des initiatives peuvent être menées, mais si on n'a pas les bons prérequis, et parmi ces prérequis, c'est ce que vous venez d'avancer, on n'aura que des résultats partiels et pas une vraie transformation numérique dans le pays. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Il y a une autre question. Je vois une autre personne qui a levé la main. Monsieur Joas Irahodza, vous pouvez y aller poser votre question. Joas, bonsoir à tout le monde. D'accord, bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour la parole accordée. J'aimerais poser la question par rapport au thème qu'on a abordé aujourd'hui avec nos panélistes. Bon, j'aimerais poser la question qui est la suivante. Est-ce que est-il possible au moins d'avancer avec la transition numérique sur le continent africain alors que la grande partie de la population africaine n'a pas suffisamment de connaissances pouvant les aider à pouvoir manipuler les outils informatiques. Aussi, il y a un problème que j'ai vu que ici en Afrique, surtout dans les milieux ruraux, je dirais que les personnes ne savent pas, donc ne sont pas équipées donc, de connaissances suffisantes pour pouvoir donc avancer avec la numérisation donc presque dans tous les domaines de la vie dans nos pays donc africains. Est-il possible au moins de faire ces avancements alors que la grande partie de notre population reste encore, je dirais, reste encore en cours de chemin en ce qui concerne les connaissances pour pouvoir manipuler les outils informatiques. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Joas. Madame Maha, vous pouvez y aller pour répondre. En fait, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter concernant cette thématique-là que je l'ai déjà provoquée au niveau de mon discours. Ce qu'il y a en Afrique, dans tout le continent, on a un problème d'infrastructure, parce que ce n'est pas le seul problème à Madagascar, c'est la même chose qu'ici en Mauritanie, en Nigeria, en Kenya, même en Tunisie, partout dans le continent. Et je pense que c'est le moment pour que nos gouvernements, pour que nous, des acteurs de la société civile, nous et les entrepreneurs, commencent à trouver des solutions pour en dépasser. Ainsi qu'on commence on continue à pousser pour une intégration générale de continent. Parce que, par exemple, ce que je veux dire, si à chaque fois qu'on mentionne la question de transformation digitale en Afrique du Nord, il n'y a pas une complémentarité, quoi. Les pays qui avancent pour la transformation digitale n'avancent pas sur le même rythme. Tu vois qu'on a la crise en Libye, c'est toujours la guerre civile. L'Égypte a un niveau bien avancé. La Tunisie s'est régressée
vu la situation politique. L'Algérie, la même chose. Le Maroc avance. Et ces pays qui sont en première ligne, ils n'ont pas assez de coopération interafricaine entre eux pour qu'on puisse dépasser le problème d'infrastructure. Parce que si on parle de l'Union européenne, si on parle d'Amérique, si on parle de l'Asie, on voit toujours une sorte de solidarité, d'échange des nouvelles technologies, alors que ce n'est pas le cas chez nous en Afrique. Donc, vraiment, je n'ai pas une réponse concrète parce que c'est partout dans les réunions à l'Union africaine où vous voulez, on parle de ça. On parle que de ça. On parle comment peut-on suivre les démarches mondiales. Parce qu'aujourd'hui, on est au moment de la gouvernance de l'intelligence artificielle. C'est les machines qui gouvernent aujourd'hui. Alors que nous, les Africains, on discute la coupure de l'électricité à chaque fois. Même moi, aujourd'hui, il fallait que je prenne toutes mes précautions vu de chute d'électricité pour éviter le problème de connexion, tout ça. Vous voyez, donc, je ne sais quoi dire. Vraiment, il faut une brave décision politique. Il nous faut de vrais leadership. Il faut que les Africains se lèvent contre ça. Vraiment, ça, ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup, Madame Maha, pour votre réponse. Je vois d'autres mains. Je vois Monsieur Akala Kofi du Togo. Bienvenue, Akala. Oui, bonsoir, madame. C'est Monsieur Akala Kofi du Togo. Et merci aux panélistes qui nous ont fait une très brillante présentation. Concernant la transformation digitale, souvent, quand on parle de transformation digitale, et on fait allusion au secteur formel, alors que la plus grande pourcentage des entreprises ou bien de ceux qui exercent sont dans le secteur informel. Et les jeunes, souvent les plus jeunes exercent souvent dans le secteur informel. Bon, j'aimerais demander quels sont, par exemple, dans le secteur artisanal, quelles sont les compétences que ceux qui exercent dans le secteur artisanal peuvent acquérir pour pouvoir participer à la transformation digitale. Doit-il forcément être des informaticiens ou bien ceux qui ont étudié la digitalisation à l'école, ou doit-il faire ou il doit faire des recherches pour pouvoir participer à la digitalisation. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Akala, pour votre question. Monsieur Ibrahim, vous pouvez y aller. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Et si vous permettez, j'aurais aimé revenir très brièvement sur la précédente question par rapport aux compétences. Voilà. Est-ce que dans des pays où la grande majorité de la population n'ont pas les compétences numériques, est-ce qu'on peut réaliser réellement de la transformation numérique? Donc, je dirais qu'il y a normalement deux cas de figure. C'est que c'est pas aisé quand les compétences ne sont pas là, mais il ne faut pas non plus ne rien faire. Et c'est pour moi faire deux choses en même temps. C'est qu'il faudrait faire les efforts pour que les personnes puissent apprendre à utiliser le numérique. Ça peut peut-être commencer par les gens qui sont à l'école, intégrer l'apprentissage des compétences numériques. Je ne suis pas en train de parler de coding ou de design ou autre, mais c'est savoir utiliser ces outils-là qu'on utilise tous les jours, dans le travail de tous les jours, à l'école, mais aussi pour nous qui créons des solutions numériques, créer des solutions qui sont adaptées aux compétences que nous avons dans nos pays. Quand je prends l'exemple, par exemple, dans la fintech, vous avez des startups qui créent des solutions qui, pour par exemple faire un transfert d'argent ou faire un paiement, on est en train juste de manipuler un code USSD.
Donc, c'est un peu ce que l'on fait quand, par exemple, on a besoin de chercher combien est-ce qu'il me reste de crédit. C'est des petites manipulations qui sont simples. Tout le monde est en mesure de les faire assez facilement. Et du coup, ça inclut beaucoup de personnes plutôt que l'application où il faut se loguer, aller suivre des processus, où il faut aller faire le paiement, que tout le monde n'est pas en mesure de faire. Donc, il faut que l'on fasse les efforts, et ça appartient à l'État, ça appartient à la société civile ou au secteur privé pour que les gens aient les compétences, mais il faut que ceux qui font des solutions parce qu'il faut les faire adaptent aussi le niveau de difficulté aux compétences que l'on a. Donc, et ça permet en gros de mener les deux choses en même temps, faire des évolutions et préparer des personnes qui sont aussi en mesure d'intégrer cela. Donc, pour revenir à la présente question par rapport à comment est-ce qu'on peut préparer les gens qui sont dans l'informel pour intégrer le numérique dans ce qu'ils font? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent Est-ce que c'est une question déjà d'initiés, de personnes qui ont appris le digital ou autre? Je dirais complètement non. Parce qu'aujourd'hui, intégrer du digital dans l'artisanat, par exemple, comme vous le dites, ça peut être aujourd'hui, par exemple, moi je fais des produits artisanaux, je dois les vendre. Euh, et je permets à des gens, par exemple, de me payer par le mobile. Et on n'a pas besoin aujourd'hui, par exemple, d'aller à l'école pour apprendre à encaisser de l'argent par mobile money, par exemple. Donc, ça peut être aujourd'hui. Après, il y a peut-être des activités ça peut être, par exemple, l'artisan veut faire du marketing ou l'artisan veut faire de la relation clientèle en utilisant les outils du numérique. Donc, ça appartient à ces gens-là, pas forcément d'aller apprendre, mais pourquoi ne pas s'entourer des personnes qui ont appris cela et qui peuvent apporter cette compétence-là. Et c'est-à-dire ne pas évoluer à un vase clos. Moi, je suis l'artisan, j'ai envie, par exemple, de vendre en ligne, il faut que j'apprenne à coder mon site pour pouvoir le mettre en place. Il faut que j'apprenne à le gérer moi-même. Il faut que j'apprenne à faire le marketing en ligne. Il faut que j'apprenne à intégrer des systèmes de paiement électroniques. Bah, si tout le monde veut attendre à avoir les compétences pour le faire, bah, ça va jamais se faire. Donc, c'est peut-être pour ces gens-là de s'approcher aux prestataires de services qui peuvent lui amener cela. Et à ces prestataires-là, nous, par exemple, quand on en ramène des solutions comme ça à des clients qui ne sont pas outillés, c'est de notre responsabilité de les apprendre à faire la gestion minimum, pas la gestion technique. Mais aujourd'hui, par exemple, étant en mesure de voir si on a mis en place un outil de vente en ligne, de voir les commandes qui arrivent, de pouvoir les traiter, de voir l'argent qu'il a reçu, l'argent qu'il n'a pas reçu. Donc, s'approcher à des personnes ou à des structures qui offrent ces services-là, c'est des structures qui vont en retour les accompagner pour pouvoir intégrer petit à petit des notions pour faire cette intégration-là. Donc, après, maintenant, comme je l'ai dit, intégrer, ça dépend de l'objectif que l'on a pour intégrer. Si c'est intégrer pour plus vendre, il y a peut-être qui veulent intégrer dans l'artisanat pour mieux faire, pour faire de la précision, puis travailler de l'impression 3D ou autre chose. Donc, ça dépend des objectifs que ces gens-là ont. Mais pour finaliser, je dirais, nos stratégies de transformation numérique ne doivent pas intégrer que l'activité formelle, parce que une très grande partie de l'activité économique dans nos pays est informelle. Après, informel, pour moi, c'est un nom. Donc, à nos pays d'appréhender autrement ces acteurs-là et de faire tout pour les intégrer. Quand on ne les intègre pas, c'est qu'on a une très grande partie de la population qui n'est pas intégrée. Et comme je l'ai dit, bah, ça ne va pas être des réussites si ce n'est pas inclusif. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ibrahim, pour votre réponse. Je vois demain, il y a Madame Christa Kelly et Monsieur Djibod. Donc, on va accueillir Monsieur Djibod avant. Il va poser sa question. Et voilà, bienvenue Monsieur Djibodé du Bénin. Vous pouvez activer votre micro. Oui, allô. Ok. Bonsoir à tout le monde et merci pour l'échange. Ma question est celle-ci.
Par exemple, chez nous au Bénin, Désolée, on ne t'entend pas. Active encore. Active encore ton micro, Djibod. c'est bon? Allô? Oui, ça va mieux, oui. OK. Je disais tantôt qu'il y a la loi 2017 du 20 mars 2017 au Bénin portant sur le code du numérique qui restreint au Bénin beaucoup les échanges en matière de tout ce qui est communication via les plateformes numériques. Comment peut-on faire quand on est jeune et qu'on veut innover, qu'on veut mettre en place des choses et qu'il y a des limites, il y a des barrières légales avec à la clé des punitions ou bien des peines lourdes. Comment on peut arriver dans ces contextes-là à mettre le digital au service de la population? Ma deuxième question, il y a 2 ou 3 ans, j'avais travaillé avec un ami sur un fintech, modèle de fintech où on doit faire les tontines via en ligne. Mais on a sollicité l'apport du gouvernement, vu que dans certaines contrées, il n'y a pas l'Internet. Mais jusqu'à présent, bon, on n'a rien dit. On a voulu toujours continuer avec les grands opérateurs. Comment un jeune Africain qui innove, qui trouve des solutions, peut s'autofinancer lui-même pour que l'inclusion digitale se fasse? Merci. D'accord, merci beaucoup, Djibod. Madame Maha, bienvenue. Oui, oui, je t'entends. Je t'entends? Oui, je disais, vous pouvez y aller pour répondre. Oui, oui, oui. Pour que l'intégration digitale se fasse. En fait, je pense que c'est comme j'avais dit avant, hein, il faut vraiment des décisions politiques. Et il faut vraiment avoir des initiatives gouvernementales. Comme par exemple ici en Mauritanie, normalement, prochainement, ils vont lancer le ministère pour la transformation digitale en Mauritanie. Et je pense que ça va faire vraiment un appui pour les institutions en Mauritanie et dans tout le pays pour renforcer et accélérer la transformation digitale d'une façon réelle, quoi. D'autres, il faut vraiment, comme j'ai dit avant, il faut renforcer et appuyer l'échange de technologies entre pays. Par exemple, le Sénégal. Est-ce que nous avons ici un participant de Sénégal? Ça, c'est ma question maintenant. Je crois, oui. Quelqu'un du Sénégal ici? Parce qu'en 2018, le Sénégal a été reconnu comme le premier pays francophone qui a pu, en fait, c'était des études lancées par des experts internationaux qui disaient que c'est le premier pays francophone qui a pu intégrer les Tech Women Startups dans l'économie du Sénégal. Donc, ce qui se passe maintenant au Sénégal et pourquoi tout le monde maintenant regarde et avec impression l'expérience sénégalaise, c'est l'expérience des startups dirigées par des femmes sénégalaises dont ils ont pu trouver des solutions
pour l'unemployment au Sénégal et ils ont pu trouver du travail pour des femmes et on peut montrer le leadership féminin dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, ce que je propose vraiment de voir l'expérience de Sénégal et ce qui s'est passé là-bas, ainsi que les initiatives des associations sénégalaises, aussi les initiatives de Tanzania Hackathon. Je ne sais pas, est-ce que vous avez pratiqué l'esprit de hackathon chez vous dans votre pays? Parce que ce que j'ai remarqué, que c'est le modèle de travail, de coopération. Hackathon et ces initiatives sont plus répandues dans l'Afrique anglophone que l'Afrique francophone. Donc, pour avoir des solutions vraiment concrètes, il faut que les jeunes prennent l'initiative. OK, on sait très bien que tout dépend des gouvernements, mais il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous poussez pour ça. Avec des campagnes en ligne, avec des initiations très simples comme les hackathons. Ça, c'est des cycles de formation en ligne qui ne coûtent rien. Vous me comprenez? Donc, il faut entre vous que vous commencez vraiment à lobbyer, à faire du lobbying pour implémenter, pour renforcer les bonnes initiatives en Afrique et apprendre de ça. Et je pousse vraiment pour voir l'expérience du Sénégal, parce que ça, c'est le top dans toute l'Afrique francophone, y compris mon pays. Honnêtement, franchement. Le Sénégal a battu le record. Ah, franchement. Ils ont tué les Sénégalais. Oui. Donc, je ne sais pas si, M. Ibrahim, vous avez quelque chose à ajouter sur la question. Oui, en fait, je rajouterai quelque chose au niveau de la deuxième question qu'il a posée. Pour la première, je pense que ce que les jeunes doivent faire, comme je l'ai dit, c'est du lobbying, hein, comme l'a dit Madame Ma. Il faut beaucoup de lobbying pour transformer le pays au niveau du numérique. Il faut pousser pour que ce soit soit abrogé. On sait très bien comment on s'y prend. Donc, il faut beaucoup de solidarité, beaucoup d'organisation et pousser les pays à changer des lois qui soient liberticides par rapport à l'évolution de nos pays. Pour sa deuxième question, je pense que quand il y a des zones, comme il a dit, hein, des zones où il n'y a pas Internet, ils ont poussé pour que l'État investisse pour que ça arrive et que ça n'arrive pas et que ça ne permet pas maintenant peut-être de déployer leurs solutions dans ces zones-là. C'est des problèmes, c'est vrai, mais je pense aussi il faut parfois les voir comme des opportunités business. Je ne sais pas si la législation dans le pays le permet, mais vous avez ce que l'on appelle des opérateurs Internet ou d'autres services qui sont virtuels, hein, qui ne sont pas forcément de gros opérateurs comme MTN ou les autres, mais qui sont spécialisés, par exemple, pour des zones spécifiques, qui sont spécialisés dans les zones rurales. Ces gens-là, plutôt que d'avoir à investir dans des grosses infrastructures comme les autres gros, ils souscrivent des licences chez le gros opérateur et ils vont aller servir dans des zones qui ne sont pas bien couvertes ou dans des domaines où on a des besoins très spécifiques et qui ne sont pas couverts. Donc, c'est vrai, c'est difficile, ça pose un frein pour pouvoir déployer des solutions à l'échelle d'un pays, mais ces freins-là sont aussi des opportunités si on les regarde autrement. Ok, d'accord. Ça représente d'un point de vue business et peut-être d'aller toquer la porte à ce niveau-là. Donc, comment des jeunes peuvent faire pour s'autofinancer? Ça dépend des pays, mais c'est très difficile de s'autofinancer, surtout quand c'est des projets qui sont beaucoup plus complexes. Moi, j'ai toujours eu un conseil. Pourquoi ne pas exploiter des modèles de financement alternatifs qui ne sont pas aller faire le prêt à la banque parce qu'on n'a pas les garanties qu'il faut. Il était en train de parler de tontine. C'est une pratique qui est très répandue en Afrique. Pourquoi ne pas voir la possibilité
de ramener le taunting pour que ça devienne un modèle de financement de projet, par exemple. Comment faire, je ne sais pas, ça dépend des réalités de chaque pays. Mais quand les jeunes ont ces freins-là d'accès au financement pour implémenter des projets, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire appel à notre inventivité pour trouver d'autres modèles de financement alternatifs qui existent. Dans les autres pays, ils font du crowdfunding. Peut-être que ce n'est pas adapté pour les réalités de nos pays, mais nous avons des mécanismes de levée de fonds communautaires qui existent déjà. Comment est-ce qu'on peut les amener pour que ça arrive à financer nos projets? Sinon, on est appelé à encore pousser, faire du lobbying pour que nos États mettent en place les dispositifs de financement en mesure de nous accompagner. Mais c'est aussi des processus qui sont longs. Donc, soyons inventifs et voyons comment, de manière alternative, on peut ramener du financement sur nos projets. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur le lobbying, parce que vous êtes en train de parler du lobbying. Donc, est-ce que vous pouvez bien nous éclairer? C'est comment le lobbying et comment est-ce que les jeunes peuvent avoir ces compétences pour bien faire le lobbying auprès de leurs dirigeants? Alors, faire le lobbying auprès des dirigeants, ça peut se passer de plusieurs manières, hein. Donc, disons qu'en principe, c'est pousser le gouvernement à prendre une décision à la base qu'il n'a pas pris pour faire avancer une cause. Donc, les manières de faire, il y en a plusieurs, hein. Il y a des manières par la négociation, et c'est pas facile de le faire de manière individuelle. C'est-à-dire, je ne peux pas, moi, en tant que personne, aller faire facilement du lobbying auprès du gouvernement. Ça passe très bien lorsque la voix compte. C'est-à-dire lorsque on a une opinion qui est un peu plus représentative. Donc, soit par exemple, c'est des associations. Donc, il y a des pays où on a des associations de consommateurs du numérique. Il y a des pays où on a des associations de professionnels du numérique. Je prends l'exemple, hein, une association de consommateurs du numérique qui est représentative dans le pays. Nous avons un blocage tel sur une question. On lance une pétition auprès des membres de l'association. Et quand on dit association de consommateurs, tout le monde est consommateur. Donc, si vous arrivez à collecter la signature d'un échantillon représentatif et que vous allez voir ces gens-là et vous dites, bah, on n'est pas venus seuls, on est les représentants dans tel nombre de la population, les gouvernements ont l'obligation de vous écouter, d'écouter vos doléances. Donc, il y a des moments quand il le faut, il faut peut-être descendre dans la rue, quand il faut faire écouter son opinion. Donc, il y a différentes manières de faire. Ça peut être la négociation, ça peut être la protestation quand il le faut. On a aujourd'hui des outils qui ne sont pas forcément allés dans la rue. On peut peut-être faire des protestations en utilisant aussi les outils numériques. On a un responsable tel, on connaît son adresse mail, on fait un message modèle, on envoie à tous les membres de l'association, on vous demande, il faut bombarder cette personne de mail sur la même demande. Ces gens-là, à un moment, ils vont écouter. Donc, c'est faire que notre opinion soit écoutée par le gouvernement. Je pense que la manière de s'y prendre dépend des pays et des réalités qu'on vit. Mais voilà, ça passe quand il y a du nombre. Ça passe quand on est un échantillon qui représente. Et surtout quand ça s'est porté aussi par des associations qui sont établies, qui sont reconnues. Donc, la plupart du temps, ça passe. Nous, chez nous, ici au Comores, on a une association de consommateurs et de professionnels du numérique. On est bien connus, on est bien reconnus. Quand, par exemple, il y a une hausse de tarifs ou il y a un problème tel juridique, on écrit déjà aux responsables concernés. Il ne réagit pas, on appelle la presse, on réagit. Il ne réagit pas, on peut peut-être mener une manifestation dans la rue. Donc, il y a des étapes à prendre, mais l'objectif, c'est qu'enfin, voilà, on se fasse écouter. Voilà. Oui, je crois que même Madame Maha en a parlé, parce qu'il a dit qu'avant, ce n'était pas possible d'utiliser le traditionnel. Et maintenant, ils ont pu parler des droits dans leur pays. Donc, c'est magnifique. Voilà, donc il nous reste une question. Mais je vois que la personne elle avait levé la main, mais maintenant, je ne vois plus la main. Je crois qu'elle a eu la réponse à sa question. Voilà. Alors, il y a eu une dernière question pour finir avec les questions. Une question qui était dans le chat.
Une seconde, je vais essayer de voir. C'était une question de Nathaneman Dambati. Est-ce que tu es là? Tu peux poser ta question ou je lis votre question? Ok, je crois qu'il n'est pas là. Oh, Je suis là, je suis là. Parfait. Posez votre question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers panélistes. Alors, ma question est de savoir quelle place peut-on accorder aux crypto-monnaies dans le processus de digitalisation de l'Afrique? D'accord, merci beaucoup, Dambati, pour ta question. Est-ce que Madame Ma, vous avez une réponse à cette question? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que Tu n'as vous pas pouvez bien me saisi. répéter? J'ai pas bien entendu. Dambati? Oui, allô? Vous me recevez? Oui. Oui. Oui, ma question était de savoir quelle place peut-on accorder aux crypto-monnaies dans le processus de transformation digitale de l'Afrique? Vous avez reçu la question maintenant? Quelle place peut-on avoir pour accorder aux crypto-monnaies? Oh, crypto money. Yes, crypto money. Yes. Good. Listen. Ça, en fait, on a déjà commencé à pousser pour que les banques et les systèmes bancaires acceptent ça. Nigeria et Kenya ont déjà commencé et procédé en ça. Les autres pays africains, et ce qui est logique pour eux, on n'a pas encore développé un système de cybersécurité, cybersecurity system, parce qu'on a toujours peur de fraude, on a toujours peur de perte, et puis en fait, ce qui est logique, on ne peut pas commencer à penser au système financier numérique alors que notre économie est toujours traditionnelle. Vous me comprenez? Parce que tout est lié. Parce que même le système bancaire, par exemple en Mauritanie, on n'a pas encore passé de l'archive numérique. Les banques travaillent avec les systèmes d'archivage anciens, ce qui est grave. Dans d'autres pays africains, le système banquier n'a pas encore passé à l'état de paiement en ligne. Ils n'ont pas encore développé ça. Alors, tu ne peux pas vraiment... Tu vois, on est un peu loin, surtout quand on évoque le problème de crypto-monnaie, de la monnaie électronique, de Bitcoin. On n'a pas... on est sur la voie de développer et d'implémenter la numérisation dans les systèmes en banque pour qu'on puisse vraiment arriver à développer et à mentionner le cryptocurrency en Afrique et ce qu'on souhaite vraiment. D'accord. Merci beaucoup, madame. Désolée. Voilà, j'espère que c'est mieux. Voilà, je crois que ça sera la fin pour notre séance d'aujourd'hui. En tout cas, c'était vraiment très, très riche. Mais avant de finir, je vais demander à nos chers panélistes. Donc, vous avez bien entendu les questions de nos participants concernant notre thème. J'aimerais que vous laissiez un petit mot à la jeunesse africaine concernant ce thème. Donc, un mot de votre choix, un mot qui peut les inciter à participer dans la favorisation du digital, de la numérisation, quoi. Et voilà, donc on va commencer avec Madame Maha et je vais demander aux panélistes, s'il vous plaît, d'activer vos vidéos. Maha, c'est bon, mais Monsieur Ibrahim, à votre tour, on aimerait vous voir quand vous serez en train de nous donner votre dernier mot. Merci beaucoup et bienvenue à Maha. En fait, ma dernière parole à vous, mes frères et mes sœurs, soyez braves. Vous êtes intelligents, vous pouvez le faire. Vous êtes vraiment intelligents et you can do it. C'est ce que je peux dire. Et la nouvelle technologie, ce ne sont pas des choses complexes pour vous. D'accord? Cross fingers.
Yes. Thank you. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez le faire. C'est le mot qu'elle nous laisse notre chère panéliste Maha. Merci beaucoup, madame. Et monsieur Ibrahim? Mon dernier mot, ce serait de rajouter à ce qu'a dit Maha, c'est que non seulement nous pouvons le faire, mais nous devons le faire. La transformation numérique de nos qu'on soit dans le domaine comme nous, dans le numérique, nous devons nous engager comme on doit. Qu'on ne soit pas dans le domaine, mais qu'on soit dans n'importe quel domaine, nous devons nous équiper des compétences qu'il faut parce que cette transformation-là ne se fera pas sans nous. Donc, nous devons le faire, nous pouvons le faire et surtout, il faut qu'on le fasse ensemble. Il y a des synergies entre la jeunesse autour d'initiatives dans ce sens et c'est qu'ensemble qu'on pourra le faire. Donc, nous pouvons le faire, nous devons le faire et surtout, nous devons le faire ensemble. Voilà mon dernier. Merci beaucoup, cher panéliste. La jeunesse, nous pouvons le faire, nous devons le faire et surtout, nous devons le faire ensemble. Je crois que ça sera notre slogan depuis aujourd'hui parce qu'à chaque fois après ces conférences, c'est-à-dire demain, dimanche, il y a toujours des discussions qui se font concernant le thème. Alors, la jeunesse ensemble. Merci beaucoup. Voilà, tout le monde. Chers panélistes, c'est vraiment un honneur et une joie de vous avoir. Merci de nous avoir donné votre temps. Voilà, et d'avoir accepté à partager votre expérience avec nous. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Madama, pour votre soutien, d'avoir été là. Merci beaucoup, cher Ibrahim, pour votre partage. Et les participants, vous pouvez activer vos audios pour dire merci à nos chers panélistes et qu'on se dise au revoir. Et pour les participants, à plus. Pour nos panélistes, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Excellente soirée. Merci à nos panélistes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pareillement, merci. Bye bye. Merci beaucoup. OK, à plus.